Bonjour Johnny, bonjour Eric. Ous. Bonjour. Voilà, donc on est sur le podcast. Exceptionnellement, ce podcast va être fait à Monaco, dans le fief de notre professeur et maître Flavio Santiago Peroba. Donc maître d'un sport que nous pratiquons, un art martial qu'on appelle lutte à livre. Et à cette occasion-là, je pense que pour la première fois dans la série des podcasts qu'on a lancés sur le blog parenthèse, nous avons Johnny comme invité, et puis Eric qui est toujours là, évidemment. Souvent. Et cette fois-ci, je voudrais que Eric aborde le sujet qu'on va prendre, sachant que là, maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Donc Eric, je te laisse prendre le leadership. Alors, j'ai une petite idée, donc je vais présenter Johnny rapidement. Johnny est un combattant professionnel en MMA, donc Mixed Martial Arts, et aussi donc un combattant en lutte et en combat au sol. Donc c'est ce qu'on appelle Submission Wrestling ou lutte de soumission. Et donc un thème que j'aimerais aborder, alors on va parler de quelque chose d'un petit peu spécifique, mais qui a comme beaucoup de sujets, une dimension universelle un peu plus loin, et ça va être intéressant parce que Dao, c'est un échange auquel Dao n'a pas encore participé. Donc Johnny, c'est quelqu'un qui est... nos cafés sont arrivés, excusez-moi. Merci beaucoup. Qui est très érudit à beaucoup de niveaux, mais particulièrement... ce qui nous intéresse maintenant, c'est il est très érudit au niveau de l'histoire des sports que nous pratiquons. Et donc il est en train de sourire. Et on se rend compte qu'il y a un savoir qui a été perdu. Donc on va parler, ce podcast est en français, on va parler de la France. Il y a tout un savoir qui a été perdu au niveau des arts martiaux en France. Et en particulier dans les arts martiaux de préhension, c'est-à-dire lutte, lutte et sport de finalisation. Et ce dont je voulais parler, donc Johnny vous en parlera un peu, mais ce que je voudrais parler, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre un savoir et quelles sont les conséquences du fait de perdre un savoir culturel. Donc pour vous diriger, on va commencer, ne vous inquiétez pas, je vais aiguiller le podcast. On parlait avec Dao dans le podcast précédent de culture de l'honneur, des choses comme ça, de valeurs qui se sont perdues. Donc on verra si c'est lié. Donc ce que je vais demander à Johnny, c'est déjà Johnny, est-ce que tu peux relativement rapidement, nous parler de ce qu'était la lutte et les sports de préhension en France, et vous verrez qu'après on partira dans quelque chose de plus universel, même si vous n'êtes pas pratiquant d'arts martiaux. Et oui, justement, ce que je voudrais, c'est que avec Johnny, effectivement, on va parler de sport parce que c'est le domaine dans lequel... On en parlera. Mais moi, dans l'idée, oui, j'aimerais qu'on aille plus loin parce que j'aimerais qu'on puisse parler d'autres choses que... Ce sera pas un podcast sur le sport. Je veux juste que Johnny parle. Je veux juste que Johnny parle un petit peu de ça, et ça va être assez court. Et une fois qu'il en aura parlé, on va étendre. Donc accrochez-vous si vous n'êtes pas pratiquant, et vous allez voir. Donc Johnny, parle-moi un peu aval, et parle-moi un peu de l'histoire de la lutte, de ce qu'est la lutte de crochet. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'influence des phénomènes, tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'histoire de France, et l'évolution, l'influence que ça a eu sur les arts martiaux, les sports de combat en France. Et après, on va pouvoir rebondir sur plein d'autres sujets. D'abord, commence. Donc, parle-moi de la lutte de crochet. Alors, il faut savoir qu'en France, on avait une très très grosse école de lutte, donc notamment avec l'armée de Napoléon. C'était des très très grands lutteurs. Et c'est à ce moment-là que certains généraux et colonels ont codifié un système de lutte avec des attaques et des défenses qui étaient centrées sur les attaques sur le haut du corps. Donc les membres du haut du corps, c'est la tête, les épaules, le bras et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas aller au sol. S'ils descendaient en bas dans les jambes, ils pouvaient se faire planter, prendre un coup d'arme ou tout ça. Sur un champ de bataille, c'était assez difficile
de descendre dans les jambes, se mettre, s'abaisser pour attaquer les jambes, attraper les jambes de son adversaire et le faire tomber. Donc ils ont codifié un système de lutte qui était en adéquation avec les exigences de l'époque, donc des batailles, etc. Si je peux faire une toute petite parenthèse, c'est basé sur des systèmes de lutte qui étaient des systèmes de lutte préexistants en France. Il faut savoir que François Ier a mis une balayette à Henri VIII en Angleterre, que même à l'époque de la chevalerie, la lutte c'était une des connaissances essentielles à maîtriser, au même titre que le combat en armure ou que monter à cheval. On revient à Napoléon, on continue. Après, pour revenir à Napoléon, donc un de ses colonels ou généraux a codifié et l'a appelé la lutte gréco-romaine. Mais en fait, elle n'a rien de gréco-romaine parce qu'en fait, la lutte à la base en Grèce, on attaquait aussi bien les jambes, donc elle descend aussi de... C'était en hommage à l'héritage gréco-romain. Voilà, c'est tout. Qui était célébré à l'époque napoléonienne sous l'Empire. Parce que un des empires, une des cultures qui a mis le plus en avant les formes de lutte, c'était l'empire grec, l'empire romain. Voilà. Mais sinon, en fait, on a une grosse histoire d'arts martiaux et surtout de lutte, de formes de préhension dans l'histoire française. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a disparu au fur et à mesure du temps, notamment après les guerres. Après la Première Guerre mondiale en particulier. La Première Guerre mondiale, on a eu de moins en moins de lutteurs et il s'est passé la même chose avec les différentes formes d'arts martiaux endémiques, on va dire, français. Comme la boxe française, la savate, etc. La canne de combat. Voilà. Et donc moi, la question que je vous pose, ça c'était un petit peu l'introduction. Qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça peut démontrer cette disparition des arts martiaux français à l'opposé d'autres cultures qui ont mis en avant leurs arts martiaux tels que le jiu-jitsu brésilien ou même le Japon, le judo qui sont vraiment dans la culture carrément. Est-ce que ça montre un état d'esprit particulier ou un changement d'état d'esprit de la culture française et des Français, cette disparition en tout cas de l'importance de la pratique de sport de combat dans la fondation d'un homme. Et c'était considéré comme des pratiques de gentilhomme. Hein. Ouais, la littérature, l'étude et la pratique des arts martiaux étaient partie intégrante de la personnalité et la construction d'un homme. Et même dans les plus hautes sphères sociales, on pratiquait l'escrime, le tir au pistolet, des choses qui étaient des pratiques martiales. Qui étaient considérées comme indispensables au même titre que la connaissance des lettres ou l'étiquette. Et donc il y avait déjà des armes à feu, etc. Donc c'est pas vraiment le fait qu'il y ait des armes qui a fait disparaître ça. C'est un état d'esprit, c'est peut-être une perception, une manière de penser différente. Donc est-ce que la violence, c'est-à-dire résoudre un problème par, comme on a pu en parler hier, une violence codifiée ou l'opposition physique entre deux hommes, elle a été écartée au fur et à mesure du temps dans la culture française. Et donc c'est peut-être européenne en général. Ouais, pas vraiment parce qu'en Finlande, etc., ils ont gardé leurs arts martiaux. Non, en Europe de l'Ouest. Ouais, ok. Et donc est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Dao. Non, je préfère. Je trouve ça très intéressant parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a eu. Alors, dernière parenthèse historique et après c'est fini, c'est très très courte. Il y a des théories qui disent que par exemple on a perdu cet héritage aussi parce qu'on a perdu des millions d'hommes pendant la Première Guerre mondiale, et que les plus aptes physiquement et les plus prompts au conflit sont ceux qui sont morts en premier. C'est une théorie qui se tient. Normal. Qu'aussi les hommes les plus vigoureux sont pas ceux qui ont survécu à la Première Guerre mondiale parce que, et ça va t'intéresser Johnny, parce qu'ils avaient des plus gros besoins, les hommes les plus solides qui avaient la plus grosse demande calorique et énergétique sont morts en premier pour deux raisons. Premièrement, ils étaient les premiers arrivés sur l'ennemi, donc les premiers à se faire passer dessus par les mitraillettes. Deuxièmement, ils avaient une demande calorique plus importante, ils sont morts de faim et de maladie avant les autres. Et puis on imagine bien ceux qui étaient les plus prompts dans leur personnalité à aller à la confrontation, ils partaient beaucoup plus vite parce qu'ils prenaient beaucoup plus de risques dans les guerres et tout ça. Exactement. Peut-être qu'il y avait aussi ce côté-là. La Première Guerre mondiale. Ensuite, fin de la parenthèse historique. Mais on en avait parlé un petit peu dans le podcast d'avant, cette notion que j'avais entendu Jordan Peterson, professeur à l'université de Toronto, exprimé de façon, je trouvais très 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 judicieuse et très claire. Alors je vais donner la citation en anglais puis en français.
we have to stop instilling within the psyches of men that harmlessness is one of the greatest virtues a man can possess. En gros, il faut qu'on cesse de marteler dans le cerveau des jeunes hommes. On va parler des femmes, mais pour l'instant on parle des jeunes hommes, parce que c'est quand même les plus touchés dans ce cas précis. Il faut qu'on cesse de marteler l'idée que l'une des principales vertus qu'un homme peut posséder est le fait d'être inoffensif. Alors, je peux déjà imaginer les espèces de réactions épidermiques qu'un commentaire comme celui-ci peut susciter chez certaines personnes. Mais par parce qu'on a tendance à inoffensif, on a tendance à associer ça à on ne fera pas de mal au plus faible. Mais en étant inoffensif, on ne peut pas non plus se défendre du plus fort. Il y a une ou plus agressif ou plus dangereux. Pour rebondir sur ce que tu dis, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est ce que j'ai remarqué, c'est si on est trop confronté à un type de comportement, on le banalise, on risque de l'amplifier. Par contre, si on le refoule, ce type de comportement, il va ressortir d'une autre manière et parfois on va l'utiliser d'une manière totalement non adéquate. C'est par exemple, quand je travaillais, je donnais des cours d'arts martiaux en prison et certains prisonniers, je me rendais compte qu'ils ne venaient pas du tout de milieux violents. Mais comme la société, comme on leur a appris, non, tu ne dois pas faire de mal à l'autre, tu dois pas aller à la confrontation, etc. Mais en même temps, on ne leur a pas donné d'autres alternatives. Et ben, quand ils devaient résoudre un problème, ils explosaient, ils devenaient surviolents. Et donc, il n'y avait pas de soupape de sécurité, de transition un petit peu. Et je me demande si le fait qu'on ait enlevé totalement un petit peu cette violence, ces comportements où la violence était codifiée, d'altercation entre deux hommes pour résoudre un problème qui ne peut pas se résoudre autrement ou difficilement autrement, je me demande si ça ne crée pas des comportements imprévisibles, ça ne ressort pas autrement, comme si on compensait, on explosait. Et donc les arts martiaux, pour en revenir à ça, c'est un moyen codifié d'exprimer de la violence, d'exprimer ses instincts primaires, des choses qu'on n'utilise pas. Par exemple, le mec, il va se lever le matin, il va aller au travail, il va suivre un code et il va jamais exprimer son instinct, son côté un petit peu animal, son côté et tout ça. Et donc, ça risque de ressortir de manière totalement incontrôlée dans des situations où il ne devrait pas. Par exemple, avec sa femme. Est-ce que tu disais, il n'y a pas de soupape culturelle. Et il faut qu'il y ait une soupape culturelle. Le fait que certaines cultures utilisent ça et incorporer ça dans l'éducation et dans la fondation du devenir d'un homme, d'un adulte, je pense que ça peut être sain et ça peut éviter plein de problèmes. Et peut-être qu'on a nié ça, on a nié ce compartiment, cette partie intégrante de l'homme qui est son côté instinctif, son côté un peu bestial, son côté agressif et violent. Pour le faire disparaître, pour l'annihiler, c'est ce que tu disais hier. Vous vous souvenez, je pensais à… C'est une question en fait, je ne sais pas si… est-ce qu'on l'a enlevé ? Je pensais à… c'est une autre question, ça, sur laquelle on va rebondir. Il y a quelque chose que je trouvais intéressant, une analogie qu'on pouvait faire, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. On parle souvent, aujourd'hui, c'est un buzzword qu'on entend beaucoup, on parle de masculinité, de virilité toxique, toxic masculinity, c'est-à-dire cette façon qu'ont principalement dont les hommes de parfois être agressifs gratuitement avec d'autres hommes, avec les femmes pour rien, la violence gratuite qui est souvent propre à l'homme. Mais j'ai l'impression que c'est un exemple. Un exemple, quelqu'un qui va on va prendre l'exemple de quelqu'un parce qu'il a l'impression qu'on l'a mal regardé dans le métro, va se lever pour en coller une au mec en face ou l'insulter. Le type qui va s'en prendre à une femme dans la rue parce que qui va commencer à lui parler, à la harceler sans raison, ou en tout cas parce qu'il se sent dès qu'il se sent rejeté, commence à se montrer agressif. En gros, une agressivité que toute frustration s'exprime en agressivité. D'accord ? Si on prend, parce que là tu prends des exemples extrêmes, mais c'est ça, je parle de ça. Dans une grande société, dans une grande réunion où tu as des femmes, des gens qui se posent en victime,
Est-ce que ça, on peut le voir, ça? Je veux dire, cette agressivité d'un manager qui décide que cette personne-là va au harcèlement jusqu'à qu'il y en ait qui se suicident. C'est ce que tu viens de l'exprimer maintenant, d'accord? Il y a des comportements qui sont plus propres. De toute façon, là, je te parle de comportements extrêmes. Là, mais tu parles de violence verbale, ouais, on est mais d'accord. toi, tu parles de comportemental mais et toi, verbal, pas physique. Tu dis que c'est des comportements extrêmes. Ils sont différence. pas extrêmes, on les voit tous les jours. Donc ils sont peut-être extrêmes, mais c'est quelque chose de profondément banal. D'accord? Profondément banal. Moi, il n'y a pas un seul jour où je le vois pas et je prends les transports 4 heures par jour. Donc voilà. Lequel fait le plus de dégâts? Le premier clairement, ok, il n'a rien à voir. Ok, si quelqu'un t'a mal parlé dans ta réunion, c'est moins grave que quand t'es une nana avec un type qui te regarde mal dans le métro. Ça dépend. Si le mec te harcèle pendant nana et que le mec se pend. Mais si tu fais la même chose à une nana, c'est pire. Bref, on s'en fout, c'est pas le problème. C'était pas si vous avez besoin d'une définition de la masculinité toxique, il y a des centaines de sites de la vérité toxique, il y a des centaines de sites qui vont. Vous avez un portable dans la poche. Le problème, l'analogie que je voulais faire, c'est que on en parle beaucoup. Mais est-ce que cette toxicité, elle n'est pas similaire à… J'ai tendance à faire une analogie. Vu qu'il n'y a pas justement de soupape, j'ai l'impression que c'est souvent quelque chose qui, c'est pas la vie. Le fait de parler de vérité toxique, c'est d'associer la virilité à la toxicité. Alors qu'en réalité, c'est souvent parce que la virilité a mal été canalisée ou mal été exprimée qu'elle peut devenir toxique. De la même façon que quand la surconsommation de certains aliments qui sont bon pour vous, à haute dose, peut devenir toxique. Il y a une surconcentration de virilité frustrée qui crée une toxicité dans le comportement. Et qu'une soupape sociale, comme des arts martiaux intégrés ou au sein d'une culture, permettent de libérer et d'exprimer la vérité de façon positive et donc de limiter une toxicité potentielle. C'est pas la vérité qui est toxique, c'est la vérité frustrée qui devient toxique. La manière de l'exprimer, quoi. Voilà, exactement. C'est ce qui est… Tu as fait le parallèle avec la violence un peu verbale, la communication, qui peut être utilisée de manière positive ou négative. Dans beaucoup d'entreprises, on voit de plus en plus de stages de communication, de programmation neurolinguistique et des trucs comme ça, où les gens ils apprennent à être beaucoup plus productifs dans la manière de communiquer. On a la communication, l'éducation positive, etc. Là, encore une fois, quelqu'un qui s'énerve et qui est dans une situation, on va dire, qui le stresse et qui n'a pas été confronté, où on ne lui a pas appris à réagir par la parole en réfléchissant et une manière de parler, de résoudre le problème par la parole, c'est-à-dire de manière calme, c'est-à-dire ok, prends ton temps, on va résoudre, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense ça, toi tu penses ça, et réussir à avoir un dialogue, même si on a des idées différentes, exprimer le problème, ce qu'on ressent, mais sans rentrer dans le rabaissement de la personne, l'attaque, sans rentrer dans l'attaque verbale. Rester dans le dialogue. Si on n'a pas été présenté à ça, ou si on n'a pas vu l'utilité, ou si on n'a pas des exemples autour de nous de personnes qui utilisent la conversation pour résoudre des problèmes, des oppositions, ou même pour faire redescendre une personne qui nous agresse verbalement, etc., on risque naturellement parfois, ou pas naturellement, si on a vu que des gens qui s'expriment de manière agressive, de répondre de manière agressive, d'utiliser la parole de manière violente. Pour en revenir à l'action physique, c'est exactement la même chose. Si on est énervé et qu'on a vu toujours des gens autour de nous s'exprimer de manière violente pour résoudre le problème, on risque de reproduire ça parce que c'est un pattern normal, naturel. Parce qu'on a vu que ça. Maintenant, si grâce aux arts martiaux, on a appris à toucher, je peux faire mal, mais en plus, on peut me faire mal. Même si la personne devant, elle sait pas ce qu'elle fait, elle peut me faire mal. Et moi, en sachant ce que je peux faire, quels dégâts je peux infliger, je peux vraiment faire mal, je vais avoir un retour. Je vais avoir un retour sur mon action. Je vais avoir de la distance par rapport au fait d'être violent. Le fait de ne pas être inoffensif fait que je suis moins dangereux pour mon prochain. Non, et puis aussi, le fait de pratiquer quelque chose qu'on ne doit pas faire dans la vie de tous les jours nous permet de prendre de la distance, nous permet de le contrôler, de l'utiliser au moment opportun. Donc l'utilité des arts martiaux, les armes de guerre, et dans la société d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important puisque à la place de réprimer les instincts primaires des gens qui seraient de fight, freeze ou flight, il y a des gens c'est fight, ils vont être stressés, ils vont frapper tout de suite. S'ils ont l'habitude d'être présentés à un stress
et de prendre de la distance par rapport à ce stress et de gérer leurs mouvements, de gérer leur corps, de gérer leur instinct primaire qui, eux seraient de frapper, on va avoir, comme on a dit, une soupape de sécurité qui va éviter plein de problèmes. Et si tous les membres de l'association les arts martiaux ont une vraie utilité commune pour et tout si le monde. tous les membres de la société ou la majorité des membres de la société sont convaincus qu'il faut être dans tous les cas inoffensif, la personne justement qui va avoir une réaction agressive immédiate va avoir l'impression qu'elle ne risque rien à avoir, à avoir ce comportement. Alors que dans une société où tout le monde peut potentiellement avoir un répondant physique si on en arrive là, ce qui doit être évité le plus possible, on limite le champ d'action des personnes qui seront agressives gratuitement. C'est ça. Donc, en n'étant pas inoffensif, c'est-à-dire en étant potentiellement capable… En se familiarisant avec la violence, on arrive à prendre de la distance par rapport à elle en tant que réponse primaire. Voilà. Est-ce que tu peux faire le parallèle avec certains États américains où le port d'armes est autorisé? Je fais référence en fait à une fois j'ai un ami qui est parti vivre aux États-Unis et il vit à Las Vegas et il était venu sur Paris, on était allé manger au restaurant ensemble et sur la route un mec nous a fait une queue de poisson, etc. Et lui il m'a sorti à ça à Las Vegas ça n'arriverait pas puisque tout le monde est armé et tout le monde le sait. Non, là c'est autre chose parce que c'est un facteur extérieur. Là c'est une arme qu'on sort, c'est un facteur non naturel. C'est-à-dire que là on parle… C'est un égalisateur. Il y a vraiment une grosse différence. La violence, il faut le dire, c'est une manière de communiquer. Quand on s'entraîne avec quelqu'un, par exemple dans les arts martiaux, on se bat, on combat avec quelqu'un, on en apprend plus sur lui qu'en parlant. Donc parfois quand on veut frapper quelqu'un, quand on veut mettre, un mec, une femme qui est pas d'accord avec son mari, elle s'embrouille avec lui et tout ça, et d'un seul coup il fait pas ce qu'elle veut ou ça va pas, il arrive en retard, il s'occupe pas des enfants, elle est submergée par son travail, elle stresse, elle lui met une claque. Là il y a une communication, d'accord ? Et il y a quelque chose. Si son mari a été présenté souvent, par exemple il pratique les arts martiaux, il a l'habitude d'être dans une situation où il prend des coups et tout ça, il va prendre de la distance, il va savoir gérer et il va pouvoir. Et pareil pour elle. Si elle a pu à l'école, par exemple, comme dans certains pays où ils apprennent les arts martiaux, ils ont l'habitude de ce langage, ils savent l'articuler, d'accord ? Ils savent aussi ressentir. Plus on prend conscience des mouvements de son corps, des frappes, l'expression, moins elle devient instinctive, plus elle devient intellectuelle. Et donc, moins on risque d'être impulsif et de frapper quelqu'un. Donc les arts martiaux directement, ou en tout cas l'introduction aux arts ou à la communication physique violente est importante pour améliorer, surtout de nos jours avec tout le stress qu'on a autour de nous, est un outil important pour les gens pour éviter des débordements physiques. On parle d'arts martiaux, il y a une opposition. Hein. Tu vois où je veux en venir, Dao ? Oui. Je pense que c'est important. Et toi justement de ton observation, puisque tu vois, voilà, ça fait presque 20 ans que t'es dans le milieu, est-ce que tu trouves qu'avec l'évolution sociétale que l'on vit telle depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, est-ce que tu observes des directions, c'est-à-dire d'un côté une société qui va de plus en plus vers de la sûreté, quoi qu'on en dise, et de la sécurité, et en même temps un besoin de plus en plus probant chez les pratiquants avec, une augmentation du nombre d'inscrits, de gens qui posent des questions, qui s'intéressent, l'expansion des sports comme le MMA qui apporte une sorte de réalité physique sur le combat. Est-ce qu'on arrive à créer une corrélation entre les différents phénomènes? Et qu'on en parlait avec Eric hier, c'est vrai qu'on est dans une société qui n'a jamais été autant en sécurité, puisqu'on observe dans les graphiques que voilà, il y a une baisse du nombre de morts, du nombre de blessés, etc. Totalement. Est-ce qu'il y a une corrélation logique? Est-ce qu'il y a un appel d'air avec un besoin anthropologique de revenir sur la maîtrise de la communication violente pour les raisons qu'on a exprimées tout à l'heure? Est-ce que ça va pas de pair? C'est-à-dire que vers une société où on va vers une stabilité, il y a un besoin anthropologique des gens d'avoir une meilleure maîtrise de la communication violente, parce que qui ferait le contrepoids vers l'idée qu'on est en train d'abandonner une forme de communication parce que justement notre société va vers quelque chose de moins violent. La corrélation au niveau de la société est de faire des rapprochements de tous ces
phénomènes, je peux pas parce qu'il y a trop de facteurs. Et je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances de tous les facteurs de données sociétales et tout ça pour pouvoir donner mon avis sur ça. Par contre, là, tu as bien organisé exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que on ressent au fond de nous que ça existe. C'est un comportement qui fait partie de l'être humain. C'est une manière de s'exprimer totalement, d'accord? Donc ça c'est clair. Je vais même dire c'est universel. D'accord? On dit que le dessin ou le sport c'est universel. Le langage physique c'est universel. Maintenant, le fait de le réprimer tout le temps, ça fait que ça peut ressortir de manière incontrôlée à n'importe quel moment. D'où peut-être inconsciemment dans la conscience collective, les gens quand ils voient le MMA, ils sont attirés vers ça parce qu'ils se sentent proches de ça. Et comme ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin qui est réprimé par la société. Et donc, en regardant les combattants… C'est comme le sexe en fait. Hein. Exactement. En regardant les combattants combattre ou alors en pratiquant, même à n'importe quel niveau. Et je vais rebondir là-dessus après sur quelque chose d'autre. C'est que je dis pas de pratiquer en s'arrachant la tête et de faire des arts martiaux ou de se battre. Non, mais de sentir une certaine… Un peu juste un peu comme un vaccin. Sentir un petit peu de la douleur. On injecte la violence pour éviter la violence. Ouais, une petite. Un truc qu'on me disait quand je travaillais en prison, j'avais un projet mon projet c'était initiation aux arts martiaux dans la plus grande maison d'arrêt d'Europe, qui est Fleury-Mérogis. Donc j'intervenais, c'était un poste à beaucoup de responsabilités parce que j'étais le premier à enseigner les arts martiaux de préhension à des détenus. Donc j'intervenais sur plusieurs quartiers. C'est une expérience exceptionnelle parce que même moi qui viens ça m'a permis de voir des gens vraiment qui étaient dans des situations vraiment difficiles et grâce aux arts martiaux, leur apprendre des choses, leur apprendre qu'ils pouvaient faire mal, quelque chose qui paraît vraiment simple. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, il y a des enfants, juste leur dire touche pas au feu, ça brûle, ils vont avoir besoin de toucher pour savoir. Et tu as certaines personnes, la société telle qu'elle est faite, elle ne leur permet pas d'expérimenter de manière safe. Et donc, ils vont progressivement, j'ai l'impression qu'ils vont passer le pas. Il y en a, c'était des amours et tout ça. Par exemple, le gars, il y en avait un, je me souviens, il a passé tous ses diplômes en prison, il a pris 12 ans ou un truc comme ça. Il s'est fait contrôler je donne un exemple pour illustrer le propos. Hein. D'accord? Donc ça fait un peu street, ça fait un peu rue, mais c'est vrai, ça existe. Ça fait partie de la réalité. Non, bien sûr. Il n'y a pas qu'une seule couche de la population. Il y en a plein qui sont là. Et donc le petit jeune, il revenait de soirée. C'était un bon boxeur en plus. Il revenait de soirée. Enfin, il faisait pas encore de boxe. Hein. Il revenait de soirée. Il se fait contrôler. Son pote avait du cannabis sur lui. La police les contrôle de manière un peu véhémente et un peu violente. Il pousse son pote par terre, son pote se cogne sur la portière et lui, en poussant un flic, le policier lui met un coup de poing. Lui, il se défend instinctivement, il met un coup de poing. Le flic tombe par terre, se cogne sur la voiture, il meurt. Le gars, c'est lui-même qui a appelé, il est resté, il a fait 12 ans de prison, il a passé ses diplômes en prison et tout. Et il venait, et grâce aux arts martiaux, il y avait un phénomène j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire de catharsis, mais vraiment… libération en tout cas. Non, de prise de conscience. Voilà. Si j'avais pratiqué les arts martiaux avant, ça ne serait pas ressorti comme ça. Même s'il m'a mis le coup de poing, je l'aurais peut-être mis mais différemment, ou j'aurais géré différemment, ou j'aurais géré différemment parce que je sais ce que je pouvais faire. J'aurais pu me rendre compte que je me suis pris un coup de poing, que c'est quand même un policier qui me l'a donné. Peut-être ça serait pas évité. Il ne faut pas taper un flic, ça peut pas Voilà, la peine. voilà. Il y a une prise de conscience. À partir du moment où on intellectualise un processus instinctif, on arrive à en prendre un petit peu le contrôle. C'est pas une rupture de parfum trop forte. Ça, c'est intéressant. Intellectualiser un processus instinctif. Intellectualiser un processus instinctif. Ouais. Intellectualiser, parce qu'en l'intellectualisant, on va le conceptualiser et on va le diviser en plein de subdivisions et on va le comprendre et donc on va prendre de la distance avec. On va prendre de la distance avec. Et ensuite, plus on prend de la distance, plus on le connaît. Au moment opportun, si le gars devient compétiteur ou alors s'il doit se défendre dans une situation de self-défense, naturellement, ça va sortir mais en adéquation avec la situation. Excellent. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment important. D'où, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour certaines personnes à l'école, dans les ZEP, dans les zones difficiles et tout ça, leur apprendre les arts martiaux dès l'école, c'est vraiment bien parce que ça leur apprend à se contrôler, ça leur apprend qu'on peut faire mal, qui peuvent faire mal et ça les vaccine un petit peu contre la violence
arbitraire et instinctive. Voilà, ça va éviter plein de phénomènes de violence arbitraire et instinctive. Ça peut même éviter la violence de groupe qui surenchérit en groupe. Parce que si chacun a testé un petit peu cette violence, ils vont avoir peur. Ils vont savoir ce qu'ils peuvent faire déjà tout seuls et prendre conscience qu'ils peuvent faire en groupe. On voit plein de vidéos qui traumatisent même les personnes qui vont les goûter et tout ça. On voit un groupe qui tabasse un mec par terre parce qu'ils ne savent pas ce que ça fait. Ils n'ont jamais ressenti ça. Ils n'ont jamais pris un petit coup de pied ou un truc comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment une utilité publique d'enseigner la communication physique et violente, contrôlée dans un cadre pédagogique, contrôlée tout ça, à des gens qui sont susceptibles d'être dans des situations qui sont plus susceptibles que d'autres, d'être présents, de vivre des situations violentes. Voilà. Et ça, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment important. J'ai même envie de dire que la pratique des sports de combat permet d'augmenter une compétence qui est essentielle, qui est l'empathie. Ah, exactement. Et la connaissance de soi et aussi l'empathie. Ouais, c'est vrai. Et j'allais revenir sur un truc. Donc, on parlait il faut pas être inoffensif. Je pense qu'il faut faire une distinction. Inoffensif ne veut pas dire pacifique. Non. C'est quand on se familiarise. Encore une fois, c'est Jordan Peterson, c'est un concept un peu jungien, mais à partir du moment où on se familiarise avec justement dans un environnement contrôlé, mais où il y a de l'opposition, donc où il y a une forme de chaos, de violence chaotique, ou en tout cas où on essaye de systématiser, de trouver un sens dans le chaos. À partir du moment où on se familiarise avec justement ce côté plus potentiellement violent, et la violence c'est pas uniquement quelque chose de négatif, quand on se familiarise avec ça, on est capable ensuite de choisir consciemment en toute connaissance de cause d'être pacifique. On est capable on sait ce qu'on est capable de faire à quelqu'un, mais on prend une décision consciente de ne pas rentrer dans le conflit ou consciente de rentrer dans le conflit. Donc on multiplie les étapes entre le moment entre le début de la situation de crise et le moment où la violence entre en jeu. Au lieu de passer, comme disait Johnny, de quelqu'un m'a insulté, je le frappe avec un tabouret que j'ai ramassé par terre, parce qu'en plus je suis pas sûr de pouvoir m'en sortir avec mes mains, etc. On a le temps il m'a insulté, pourquoi, comment il est, à quelle distance, quel risque représente-t-il, est-ce qu'il est en état d'ébriété, est-ce que je suis en sécurité, etc. Blablabla. Et par exemple, là on peut arriver à un point, à ce moment-là on peut dire ça, je descends de mon truc et je fais juste attention à je suis capable de me défendre si jamais la situation dégénère. Ou est-ce qu'il est en train de menacer quelqu'un qui n'est pas en mesure de se défendre? À ce moment-là, je peux décider d'intervenir et intervenir de façon intelligente. Après, c'est pas je dis pas que c'est la solution. Je vais pas dire que les sports de combat, les arts martiaux, le sport, l'activité physique et tout ça, c'est pas la solution absolue. C'est pas ça. Après, il faut voir mais ça doit faire partie de la formation d'un individu. Voilà, exactement. C'est d'un citoyen même. J'ai envie de dire d'un citoyen. Je crois que c'était Socrate qui disait ça. Les besoins d'un homme, c'est étudier, travailler et se battre. Oui, il a aussi dit le meilleur de tous les cours, le meilleur de tous les coureurs n'est pas l'égal d'un lutteur moyen. Mais je parle là c'est dans le physique. Mais moi je parle dans le développement d'un citoyen. Un homme, pour sa personnalité, il a besoin de l'intellect, il a besoin de travailler, c'est-à-dire de l'organisation, d'avoir un ordre et un projet commun avec la société. Et aussi, il a besoin de quelque chose qui va faire appel à son instinct. D'accord ? De se battre. Donc le combat. On n'a plus de guerre, d'accord ? Ça risque de sortir à n'importe quel moment. Donc, présenter l'individu à le rugby, des sports de combat ou des trucs comme ça, ça va permettre de canaliser tout ça et de permettre à la personne, à l'individu de développer toutes ces facettes de manière harmonieuse et de ne pas en laisser une aux dépens de l'autre. Et ce qui va créer des compensations et ce qui va créer des déséquilibres, je pense, à long terme. Pas forcément chez tout le monde, parce que ça dépend de l'expérience de vie. Il y en a juste avec l'intellect qui vont réussir à tenir, à garder la bête. Un petit peu, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Certains, ils vont réussir à l'enclaver grâce à leur famille. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une femme. Et grâce au nombre de responsabilités, ils vont avoir tellement de responsabilités qu'ils ont créé un monde, une matrice dans laquelle ils ne vont jamais avoir besoin. Mais elle crée de la pression. Jamais besoin de
faire ressortir cette partie qui est chez tout le monde, chez chaque individu. Après, peut-être qu'elle prend en fonction de la personnalité ou comme tu dis, les énagrammes, peut-être certains vont être plus propices que d'autres s'ils sont sur une aile ou sur l'autre. Ça. Mais c'est pareil pour les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont, qui sont vachement, comment on dit, les gens tu sais, qui aiment les femmes et tout ça, qui ont des déséquilibres sexuels ou quoi que ce soit. Névrosés. Voilà, ça peut être une névrose, c'est une forme de névrose, la violence. Plus on est présenté à des situations où on doit l'utiliser de manière codifiée, et il y a des gens, et plus on est présenté et on fréquente des gens qui l'utilisent correctement, qui vont répondre à des situations, je sais pas, quelqu'un est véhément, il a bu un coup ou quoi que ce soit, à la place, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne peut plus parler ou quoi que ce soit. Juste on l'immobilise, on le porte, on le met à côté, on appelle la police, tout ça. Juste d'avoir confiance en soi, d'avoir un corps qui est digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on l'a entretenu un minimum, d'accord, et qu'on sait qu'on peut bloquer la situation sans l'abîmer et sans quoi que ce soit. Je pense vraiment que c'est un atout qui manque à beaucoup de personnes. Bien sûr, si toute la journée vous êtes dans un bureau, vous rentrez chez vous, vous n'êtes jamais dans une situation où vous pouvez avoir recours à ce genre de capacités qui sont en vous, peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, mais le jour où vous en allez avoir besoin, vous risquez de regretter. Et vaut mieux être capable, mais ne jamais avoir à s'en servir, que de ne pas être capable et de devoir s'en servir tout de suite. D'accord ? Donc c'est comme le proverbe qui demande, tu sais, l'élève qui demande à son maître, maître, vous nous parlez toujours de paix, mais vous nous entraînez toujours aux arts de guerre. Et le maître, il répond, il est mieux d'être capable et de ne jamais avoir à s'en servir des arts martiaux que de ne pas être capable et d'avoir à s'en servir maintenant. Quelqu'un qui disait il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Par exemple, voilà, c'est ça. J'ai deux petites choses. Premièrement, on parle souvent, en ce moment, il y a eu, c'est autour des dernières années, une grosse polémique sur pourquoi certains jeunes partaient et rejoignaient des mouvements radicaux en Syrie ou autre. Et j'avais entendu une phrase qui m'avait beaucoup marqué, qui était, en parlant de ça, que quand des jeunes hommes se sentent émasculés et insignifiants, ils cherchent à se sentir, ils se sentent très rapidement virils et importants à travers la violence. Et étant donné et peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autres soupapes, ils ont été attirés par une violence extrême, presque tellement extrême qu'elle était inconcevable, loin. D'accord ? Deuxième chose, pour revenir à ce qu'on disait au tout départ, on a un patrimoine qui est dormant mais qui n'a pas disparu en France de ces choses-là, d'accord ? De pratiques martiales qui sont pas. Alors attention, je remets pas du tout en cause les pratiques de sport étrangers, de sport venant de l'étranger. On pratique quand même des arts martiaux qui ont une très forte influence brésilienne ou thaï, d'accord. Donc ou japonaise. Donc attention, je remets pas du tout en cause les sports qui viennent de l'étranger, mais on a un patrimoine culturel fort historiquement dans les arts martiaux. Donc c'est quelque chose qui à mon sens est latent dans la société française, d'accord, dans le patrimoine culturel, comme un gène dormant mais qui a été actif autrefois. On peut faire de l'épigénétique sociale et essayer de réveiller ces patrimoines, et je pense que c'est quelque chose, alors je parle de ça à Johnny parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tient pas mal à cœur, de rendre de réveiller ce patrimoine et de le revigorer pour qu'on puisse de nouveau avoir une soupape qui est culturellement tellement appropriée vu qu'elle est nôtre, qu'on pourra en voir les effets bénéfiques rapidement, parce qu'elle sera rapidement et facilement adaptable à notre société. Quand on parle de communication, on parlait des arts martiaux, on va dire que la violence physique, c'est-à-dire là, venir pour se défendre ou pour s'exprimer ou pour résoudre un problème, même si c'est codifié, venir s'en prendre à l'intégrité physique de quelqu'un, même si c'est codifié, tout ça, c'est quand même l'extrême. Quand tu parlais, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est l'attitude. Quelque chose qui est vraiment important. Et c'est la mode maintenant de la méditation, de la respiration et du contrôle des émotions. Mais l'attitude, c'est vraiment important. C'est-à-dire que
avant les arts martiaux, on avait par exemple ces gentlemen en France, ou je sais pas comment on les appelait comment en France. Les gens qui faisaient, tu sais, qui disaient ouais, va-t-on du va-tout, tu sais, ces gens-là, tu sais, c'est noble et tout ça. Ouais. Même les paysans, tout ça. Les gentilshommes. Les gentilshommes, voilà, ils avaient un code. D'accord, il y avait la galanterie, comment traiter les femmes. On n'est pas nécessairement un gentilhomme, mais on devait tous être un honnête homme. Il y avait la galanterie, la manière de traiter les femmes, mais il y a aussi l'attitude. D'accord, l'attitude qu'on a aussi d'un homme avec un autre. Avec son ami, l'honneur. L'honneur, c'est ça. C'est pas que l'ego, c'est pas que lié à l'ego, mais c'est comment un homme avec une femme. Ouais. Mais comment je vais être avec mon ami, ma parole, comment je vais tenir ma parole. La posture, l'attitude. Ouais, la posture, l'attitude aussi. Ouais, voilà, on peut dire la posture. C'est l'expression physique et comportementale de valeur. Et ça, on les a perdus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se perdent. Il y a beaucoup de gens en tout cas, moi, je le dis, j'étais toujours en recherche de ça. Comment être avec mes amis, que ça soit, et pour toujours, avoir le comportement adéquat, mais en même temps que ça soit en accord avec mes valeurs et qui je suis. Cohérent. Cohérent. Et congruent, je sais pas ce que ça veut dire. Congruent, c'est interne. D'accord. Voilà, congruent et cohérent. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un conflit avec beaucoup trop de données et beaucoup trop de modèles et de mentors qu'on voit de nos jours. Les gens, ils se focalisent soit sur la méditation ou sur l'apparence, et il manque un truc important, c'est l'attitude dans le moment présent. Comment je vais me mettre par rapport à moi-même, ma posture, je ne m'effondre pas sur moi-même. Maintenant, on sait que ça a une influence. Bomber les épaules, se mettre bien, ça influence. On sait tout de suite que ça influence le taux de testostérone. Mais aussi comment je vais le traiter, quand je parler en regardant dans les yeux. Pas forcément tenir la porte à une femme, pas forcément tout le temps si je la connais. Je vais pas tout le temps le passer en premier, ça dépend de la situation. L'attitude, ces codes-là, sans qu'ils soient poussés qu'ils deviennent sectaires, d'accord? Mais aussi apprendre à se conduire avec ses amis, avec ses proches, et aussi sans venir aux mains, mais face à quelqu'un qui est belliqueux ou quelqu'un qui va mettre à mal notre raisonnement ou un point important de nos valeurs, d'accord? Et apprendre à juste avec sa posture et avec son aura, son charisme et son attitude à résoudre des problèmes. Je pense que ça aussi, les arts martiaux nous l'enseignent, parce qu'on a le respect, on a l'attitude, on a la posture du combattant dehors. On dit on est un combattant dehors, mais dedans aussi. Et c'est ça les arts martiaux. Ritualiser une certaine forme de posture. J'aime pas ritualiser, codifier. Et puis même, il faut juste faire ressentir aux gens le fait, les bienfaits et le bien-être qu'on a d'avoir la bonne attitude au bon moment. Pourquoi on a la pensée juste, on a l'action juste. Pense aussi, on a un petit peu quelque chose qui est dans l'immobilité, qui est juste le milieu, la traduction physique mais immobile d'un état d'esprit et de valeur. Et ça serait l'attitude juste, la posture juste. Et je pense que ça, c'est le milieu. Parce que parfois, juste avec nos postures, moi je travaillais en porte, j'étais tout petit, en porte, et je faisais physio. Je me suis rendu compte que 99%, même presque 100% des situations, on pouvait les résoudre juste avec notre posture. D'accord? On connaît tous cette expression, on est dans une salle d'attente et on est 5-6. S'il y en a un, il n'est pas bien, il stresse, et juste avec sa posture, c'est communicatif. Tout le monde ressent un peu ça. Après, ça dépend de notre personnalité. D'accord? Et ben c'est pareil avec l'attitude juste, l'attitude de stabilité, être ancré, être là. Non, j'ai mes valeurs. Je ne suis pas obligé de venir, même si tu es plus fort que moi physiquement, peut-être que tu vas me blesser, peut-être que tu vas me faire mal ou quoi que ce soit, mais moi, je tiens mes valeurs, je suis ancré, j'ai mes racines, je suis stable à l'intérieur, je suis stable de l'intérieur aussi de l'extérieur. Donc les arts martiaux, elles nous permettent de réunir les deux, comme ils disent dans Bloodsport, pour que le corps, l'esprit le corps, l'esprit ne fassent qu'un. Et ben ça, c'est exactement ça. Ça a été aussi le sujet d'une expérience qui s'appelle la preuve sociale. C'est que l'exemplarité crée des ruptures de pattern et peuvent faire sortir les gens d'une certaine transe pour les amener dans d'autres transes par l'exemplarité. Et on parle d'effet immédiat en fait, d'injonction immédiate. Dans le livre là qu'on écoute là, comme Relentless. Non, l'autre. How Champions Think. How Champions Think. Bon bref, c'est un psychologue sportif. In sports and life. Ouais. Et à un moment, il parle justement ça. Il y a des comportements qu'on ne pourra pas effacer. Il y a des schémas qu'on ne peut pas effacer, qui sont ancrés par des ancrages qui sont
qui viennent de notre enfance, de situations extrêmes et qui sont ancrés certains comportements, certains traumas en nous. Mais grâce à la posture, on va pouvoir canaliser ça. On va pouvoir avoir le bon comportement. D'accord ? Si j'avais l'habitude de résoudre les problèmes, quelqu'un me parle mal, je mets une droite, et ben maintenant, juste avec ma posture, il ne va pas avoir envie de me parler mal. Exactement. D'accord ? Et ça, je pense que nous, plus on prend de l'âge, plus on a la responsabilité de ne pas forcément transmettre un message verbal ou alors physique en démontrant, mais juste de posture. D'accord ? Quand les petits jeunes, on est assis dans un café, se mettre bien. Là j'en prends confiance parce que moi-même, je suis coupable de ça. Je ne le fais pas tout le temps. Par exemple, quand il y a mon petit-neveu qui est à côté de moi, j'essaie de toujours présenter bien. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas tout le temps habillé en Gucci ou truc comme ça. C'est pas ça. Justement, c'est pas ça du tout. C'est quoi que je fasse, que je sois en vêtements de travail ou n'importe quoi, j'ai la posture adéquate. J'incarne mes valeurs de manière immobile. Et je pense que ça, c'est le maillon, c'est le chaînon manquant des classes, je vais dire basses. Parce que certaines classes sociales, elles ont gardé encore ça, même si ça disparaît. Mais elles ont gardé ça. Elles l'ont remplacé un peu par les vêtements, par l'apparence. Maintenant, l'extérieur, il remplace un petit peu cette attitude. Maintenant, cette attitude, elle est incarnée par les marques qu'on a sur nous. Mais en fait, si on revient à ça, parce qu'il y a un ressenti aussi, il y a quelque chose, il y a une sorte de… On dit qu'il y a une conscience collective et je pense que l'attitude, c'est ce qui nous permet de nous régler sur cette fréquence de communication non verbale. Avoir la bonne attitude, la bonne posture, elle nous permet de dire tout de suite aux autres, voici mes valeurs, je ne vais pas m'en prendre à toi, viens pas t'en prendre à moi, on peut communiquer, mais je suis sûr de moi. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, bon, moi j'ai quand même vécu pas mal d'expériences à différentes échelles sociales et j'ai appris à analyser, à autocodifier l'invisible, tu vois, dans la relation empathique avec les gens, dans les différentes circonstances, dans les différents événements ou environnements. Et je fais des tests sociologiques, c'est-à-dire que des fois je m'amuse, tu vois, je m'habille, tu vois, on va dire, je m'habille avec des codes vestimentaires plutôt liés on va dire à des projections de classe sociale basse. Et je vais dans des endroits et j'essaie de voir si j'arrive sur un laps de temps assez court à modifier des patterns de comportement que les gens, parce que voilà, en fait, quand tu travailles, quand tu fonctionnes sur des biais comme la plupart des gens et des patterns, quand tu es face à une situation, les gens vont reprendre les mêmes schémas. Et j'aime bien essayer justement par mon attitude, ma posture, les mots que j'utilise, les regards, l'observation, chose que Eric fait très très bien, à casser complètement en fait les schémas pour que les gens récupèrent un petit peu, tu vois, de lucidité pour qu'on puisse établir un véritable échange qui sera plus du tout basé sur des biais cognitifs qui seront liés à la manière à laquelle je vais te juger sur ta tenue vestimentaire, ce que tu vas me demander et tout ça. Et c'est super intéressant parce que je trouve qu'avec les années, j'ai de plus en plus de facilité à faire ça. Alors il y a une chose quand même, c'est que c'est con, hein, mais je pense que les cheveux blancs ça doit forcément jouer. C'est un code. C'est un code. C'est un code. Sagesse, cheveux blancs, donc c'est pour ça que j'essaie de bien les raser pour qu'ils disparaissent, parce que je veux pas tu vois, que je veux pas tromper l'expérience par ça. Et donc, comme j'ai de la chance de faire encore jeune, tu vois, c'est des choses que je fais souvent parce que ça me permet de tirer des conclusions sociologiques aussi. Tu vois. C'est intéressant. Quand on parle de comportement, je voulais juste donc faire un parallèle à ce que vous disiez. Il y a aussi, on parlait d'intellectualisation de certaines choses. Par exemple, et moi, donc on a chacun, là, j'ai vu ce qui est intéressant, on prend chacun un angle d'attaque différent. Ce qui est intéressant, que je reviens sur celui que j'avais pris du fait d'être inoffensif, etc. Et de justement pacifique, inoffensif, c'est différent. C'est parce qu'on n'est pas inoffensif qu'on peut justement se dire pacifique, parce qu'on choisit, c'est un choix. Pareil, quand on parlait on parlait de classe sociale, mais aussi de choses universelles. Les bonnes manières, par exemple. On parle de bonnes manières. Et il y a une phrase que j'aime bien qui sont les bonnes manières sont leur propre récompense. Il y a deux phrases que j'aime bien. Il y a l'honneur, c'est le don qu'une personne se fait à elle-même. Et les bonnes manières sont leur propre récompense. Et enseigner aux gens qu'on n'apprend pas les bonnes manières parce que on veut, parce que justement on est faible et qu'on veut éviter que quelqu'un de fort s'en prenne à nous. Donc on va dire merci, bonjour, au revoir parce qu'on a peur d'une situation conflictuelle. Non, on apprend les bonnes manières parce qu'on veut éviter même soi-même de se mettre dans une situation de conflit avec les autres. Je prends un exemple.
ou alors qu'on veut prendre, on a des bonnes manières parce qu'on est conscient de notre part d'ombre, qui est aussi une force. Qui peut être une force quand elle est bien équipée. On prend conscience de notre part d'ombre et à travers les bonnes manières ou la galanterie, par exemple, on en prend conscience et on la mitige dans les situations où il faut qu'elle soit mitigée. Par exemple, si je tiens, on va dire la galanterie. Pourquoi on tient la porte à une femme ? Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire c'est avilissant qu'un homme me tienne la porte comme si j'étais pas capable de la tenir moi-même. On peut prendre ça de cette façon-là. On peut prendre ça aussi d'une autre façon en disant si les hommes et les femmes sont égaux dans la société, pourquoi est-ce que je devrais lui tenir la porte ? D'accord ? C'est deux excès. On peut voir une troisième façon de le voir qui est je suis conscient que je suis physiquement, naturellement plus intimidant et potentiellement plus violent de par ma nature masculine. En tenant la porte à cette personne, c'est une façon pour moi de faire un pas de retrait et de montrer que je ne suis pas agressif et que je suis, bien qu'étant conscient que je peux l'être, je ne le suis pas volontairement et donc que c'est quelque chose que je contrôle et qu'elle peut se sentir en sécurité en ma présence. Voilà. Je suis d'accord, mais ça doit pas être fait tout le temps. Non, mais ça C'est-à-dire doit que être. Parfois, par exemple, il y a certaines situations où je pense que ça doit être utilisé, mais ça doit pas être subi. C'est-à-dire que ça doit pas devenir une coutume, un truc que tu fais tout le temps. Ça doit toujours. Moi, je dis pas. Ça peut être fait tout le temps, mais ça doit toujours être. Il faut qu'on explique clairement pourquoi. Ouais, voilà. Il faut juste qu'on dise pourquoi. Si tu lui tiens la porte, c'est pas parce que tu lui dois de lui tenir la porte. C'est parce que tu te dois à toi-même de rappelle-toi à chaque fois que tu tiens la porte à une femme que la raison pour laquelle tu lui tiens, qu'il y a une raison pour laquelle tu lui tiens la porte. Tu tiens la porte à une femme pour te remettre à ta place et que tu prennes, et parce que ta nature d'homme fait que il est plus facile pour toi en gros tu peux facilement déraper si tu fais pas attention. Et ça et c'est une façon d'ancrer un pattern. Mais j'aime bien comment rompre les patterns, pas rompre les patterns, mais moi j'aime bien clarifier. Par exemple, regarde, tu as certaines situations où c'est toi qui passes en premier. C'est toi qui dois passer en premier. Bien sûr. Regarde, par exemple, dans un escalier, un homme, il passe toujours en premier pour pas regarder en dessous. Oui. Et que dans un endroit où la femme n'a jamais été, ça c'est important de le dire. Oui. Parce que sinon ça devient… Parce que après, ça peut être bête ce que je vais dire. Il y a un code. Mais c'est quoi la galanterie pour du féminin, pour le masculin ? C'est la gentillesse, c'est quoi ? C'est la bienveillance. C'est faire à manger, faire le ménage. Non, c'est la bienveillance. Je parle juste de bienveillance dans ce cas. Mais quand tu dis par exemple, l'homme passe en premier quand tu vas dans l'escalier, à la base c'était pourquoi ? C'est pour pas que tu regardes en dessous. Ouais, mais il y a des trucs qui sont pas forcément codifiés. La logique, elle était là. Si, ils sont codifiés, c'est juste que les gens les apprennent pas. Mais alors, on parlait de milieux sociaux. Moi, d'où je viens, tout ça c'est très codifié. On m'a expliqué pourquoi les choses est arrivées. Ouais, mais des fois, grâce à ton attitude, t'as pas besoin de respecter un code. Oui, mais t'incarnes par l'exemple pour certaines personnes qui n'ont pas eu la chance qu'on leur explique. Et après, c'est ton devoir aussi de l'expliquer. Je pense que je le vois pas de manière. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais. Je pense que c'est un renforcement culturel. C'est bien de le savoir que certaines personnes travaillent comme ça. Comme ça, tu peux sélectionner les situations où toi, tu as envie d'interagir comme ça. Mais parfois, t'es pas obligé. Parfois, tu t'es pas obligé de le faire. Ça doit pas être imposé. En fait, moi, je pense que ça doit pas être routinier. Oui, mais après, c'est à toi d'à chaque fois savoir. C'est le devoir de chacun de savoir en âme et conscience. C'est le devoir à chacun de le faire en âme et conscience à chaque fois. Et ça va. On tient pas non plus 30 000 portes dans la journée. Tu vois, mais il faut que ce soit. Je suis d'accord avec toi. Il faut que toujours que ce soit intéressé. Mais que tu le fasses en âme et conscience. À chaque fois que tu tiens la porte d'une femme, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Parce que même si elle le sait pas. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est bien ce genre de comportement social et positif ? C'est parce que on vit pas nécessairement dans une société qui est complètement homogène. Et que quand on a des éléments extérieurs qui viennent s'y intégrer, ce qui est toujours, c'est bon, hein, tu vois. Donc, il est bon que cette norme sociale, elle soit universelle pour qu'elle soit intégrable et qu'on explique pourquoi, etc. Et donc, ça crée une intégration plus facile. Par exemple, juste pour finir, excuse-moi. Par exemple, moi, je sais pas si on peut, dans certains groupes sociaux en France, par exemple chez les gens du voyage, comme ça, il est très mal vu de tenir la porte à la femme de ton ami ou à la femme de quelqu'un que tu connais pas. C'est très mal vu. C'est toi qui passes en premier. Parce que c'est comme si, grâce à tes bonnes manières, tu lui faisais une avance.
Tu vois, donc il faut aussi, tu vois ce que je veux dire? Je lui fais une fleur, je la mets en avant. Donc il est très important. Des fois, c'est mieux de ne pas calculer. Donc en fait, ces codes sociaux, ils sont bien là, dans certains, mais il faut les sélectionner. Non, mais il y a combien de nobles? Et pourquoi on devrait suivre leur manière de fonctionner? Il faut s'adapter en fonction de la classe sociale. Parce que c'est celles qui les ont maintenus Parce que c'est eux qui les ont imposés, puisque c'était eux qui étaient au-dessus et qui ont aussi financé la littérature et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi, mais on doit toujours le faire en âme et conscience en fonction de la situation. Ok, on est d'accord. On est complètement. Tu vois où je veux en venir? Voilà, ça c'est important. Ok, d'accord. Et il faut aussi comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont pas au courant des codes sociaux d'un groupe, tu vois. Si je suis avec un groupe de gens du voyage et que je tire la porte, si quelqu'un a échoué. Non, mais il n'y a pas. Il sait pas. En fait, c'est pour ça que c'est important. Mais le fait que je puisse le justifier fait que si quelqu'un me dit pourquoi. Tu dis, bah oui, bien sûr. Parce que blablabla. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire. C'est qu'il faut être capable de casser ça. Comme les deux sont capables d'expliquer. On ne doit pas être dépendant d'une coutume, de faire tout le temps. Comme les deux sont capables de justifier du bien fondé de leur coutume. Ils sont capables de se comprendre au moment d'en parler. Parce que c'est pas justement intégré pour rien. Donc on est d'accord. Ok. Mais merci, un super podcast, 55 minutes. On a vraiment parlé des choses des sujets que je voulais aborder. Et je vous dis un grand merci et à la prochaine.